et les journalistes, et les TCistes et les auteurs du livre De la France. Je vous prie de bien vouloir accueillir Madame Laetitia Strauch-Bonnard, s'il vous plaît. Bonjour. Je vais attendre que tout le monde soit là. Je me présente brièvement pendant que les gens s'installent. Donc je suis journaliste, rédactrice en chef des pages débat idées à l'Express, mais je suis ici en qualité d'essayiste. J'ai écrit quelques ouvrages. Le dernier porte sur la France. Mon premier s'appelait « Vous avez dit conservateur » avec un point d'interrogation. Je me suis beaucoup intéressée au conservatisme et au libéralisme, notamment en Grande-Bretagne, mais aussi en France. Et j'ai aussi travaillé sur la question des hommes et des femmes dans la société d'aujourd'hui. J'ai publié un livre qui s'appelle « Les hommes sont-ils obsolètes ?» qui est un point de vue un petit peu iconoclaste. Il pourrait l'être, mais je ne le souhaite pas. Voilà, et je suis venue vous parler de la droite, sujet qui vous passionne, je suppose. Et plus particulièrement, je suis venue m'interroger avec vous sur la question de savoir si la droite a un avenir. Et alors avant de commencer, alors déjà je n'ai pas l'intention de vous faire un cours formel parce que je ne pense pas que ce soit la vocation de ce format. Et même avant cela, je voudrais avoir votre avis. Je voudrais savoir si vous pensez que la droite a un avenir. Alors je parle de la France. Alors, je ne sais pas sous quelle forme vous souhaitez me répondre. On peut faire aussi, on peut lever la main. Voilà, on va faire ça. Qui pense que la droite a un avenir en France aujourd'hui? Pardon? Vous aviez entendu? J'ai dit la France? J'ai dit la France ou la droite? Ah oui. Et est-ce que la France a un avenir? C'est une autre question. Donc tout le monde en fait. Tout le monde. Ah ben voilà, ça commence. Non, mais c'est parfait, c'est exactement ce qui doit venir après la réponse spontanée qu'on a, je pense, quand on entend cette question. Ensuite, c'est quelle droite, quel avenir, mais surtout quelle droite. Et bon, alors avant d'essayer de répondre à la question, je voudrais vous citer une phrase d'un économiste américain qui s'appelle Robert Solow. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, grand économiste américain, qui a dit il y a un certain temps... on peut voir l'ère de l'ordinateur partout, sauf dans les statistiques de la productivité ou de productivité. Je ne sais pas si cette phrase vous dit quelque chose. Eh bien, j'ai envie de dire aujourd'hui, pour ce qui concerne la France, qu'on peut voir la droite partout, sauf dans les résultats électoraux. Alors, les résultats électoraux des Républicains, parce qu'on la voit dans les résultats électoraux d'autres partis. D'ailleurs, si on agrège tous les résultats électoraux de toutes les droites, oui, la droite est très présente, elle est même majoritaire, tout comme le pays. Les enquêtes d'opinion, les sondages, les études, enfin tout converge vers le constat que la France est à droite. Alors, ce n'est pas une majorité éclatante, mais c'est une bonne majorité du pays. Pardon. Y a-t-il un avenir de la France ou de la droite? Sans le centre. Alors ça, c'est une sous-question à laquelle je pense aller indirectement. C'est que il reste à savoir si le centre peut être de droite, est-ce qu'il peut y avoir un centre droit, et s'il peut y avoir un parti qui va du centre droit à l'extrême droite. Ce qui est une question très intéressante et très compliquée. Mais c'est une très bonne question. Merci, monsieur. Donc, je vais juste reprendre, mais on y reviendra. Voilà. Et donc, il y a quand même un paradoxe, et je pense que vous devez l'éprouver, vous tous, très personnellement. C'est que vous voyez un pays de droite,
avec lequel vous êtes en résonance, je pense, sur un très grand nombre de sujets, et en même temps, les élections ne vous disent pas la même chose. Les élections vous disent que la droite est éclatée. Elle est morcelée en plusieurs sous-courants. Il y a donc la droite chez vous, mais il y a aussi de la droite au sein du Rassemblement national, même si le Rassemblement national ne revendique pas l'étiquette de droite, et même insiste pour dire qu'ils ne sont pas de droite. Alors, pardon ? Alors ça, c'est très juste. Je vais même être un petit peu provocatrice. Aujourd'hui, le Rassemblement national, en fait, c'est une sorte de successeur du Parti communiste français. Mais sur les questions économiques, parce que c'est en gros une forme de dirigisme. Bon, certes, c'est pas du stalinisme, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais avec un programme économique dirigiste. Et sur les questions sécuritaires et d'immigration, certes, oui, alors c'est pas exactement la même chose que le PCF, mais vous savez bien que le PCF, il y a longtemps, était très opposé à l'immigration. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est sociologiquement. Aujourd'hui, la force du Rassemblement national, et vous devez le savoir, hein, vous venez de toute la France, vous connaissez la politique locale, la force du Rassemblement national, c'est d'être très ancré localement maintenant. Ils ne lâchent pas le terrain, ils sont partout. Pardon, c'est pas une allusion à « je suis partout ». Bon, ils sont partout, ils sont présents. Et en fait, il y a quasiment une sociabilité du Rassemblement national aujourd'hui. Les gens sont dans ce parti aussi parce qu'ils se voient, ils trinquent ensemble, ils profitent de bons moments ensemble, ils célèbrent la France, je pense vraiment sincèrement. Et ça, c'était aussi la sociologie du Parti communiste français, enfin la sociabilité du Parti communiste français. Donc le Rassemblement national est-il à droite ? C'est très compliqué. Il y a des gens de droite, il y a des gens qui pourraient voter à nouveau pour les Républicains dans le Rassemblement national, mais il y a aussi, je pense, des gens qui ont une autre vision de la politique. On appelle ça du populisme. Moi, je reprends le terme, mais pas forcément de façon dérogatoire. C'est une certaine vision de ce que doit faire un gouvernement et la façon dont il doit, en gros, appliquer ce que veut le peuple. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, on a dit les Républicains, le Rassemblement national. On a maintenant Reconquête, qui est clairement à droite. Là, il n'y a pas trop d'ambiguïté sur la nature du parti. On peut considérer qu'il est à l'extrême droite. Et alors ça, c'est aussi un débat très intéressant. Et je le dis là encore sans jugement, c'est-à-dire qu'on peut étudier ce parti en voyant qu'il y a des éléments qui relèvent de la droite classique et puis des éléments qui relèvent de l'extrême droite telle qu'elle existe en France depuis plus d'un siècle. Donc voilà, Reconquête. Moi, j'ajouterais aussi La République en marche. Alors je vais peut-être froisser certaines personnes ici. Il y a une partie de La République en marche qui est de droite. À la fois dans ses membres, dans ses politiques, ses élus, dans ses électeurs. On le sait, vous le savez, vous avez dû l'entendre, beaucoup de gens qui se considèrent de droite, mais qui sont en fait assez libéraux, votent pour La République en marche, qui n'est pas vraiment libéral, mais qui ressemble à peu près au libéralisme en France. À mon avis, ce qui attire les libéraux vers En Marche, c'est que En Marche n'est pas hostile au capitalisme et au libéralisme. Et en France, c'est tellement rare que quand vous avez le même sentiment, vous vous dites, oui, En Marche ne dit pas du mal de la réussite, En Marche célèbre même la réussite. C'est un parti qui ne tire pas profit du ressentiment contre l'élite, contre les riches. D'où voilà, la classification partiellement à droite. Et donc ça, c'est très compliqué. Et la droite républicaine, bon, là encore, je ne reprends pas forcément le terme parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que veut dire républicain. Donc, je vais dire la droite historique que vous représentez est dans une situation de désarroi. Et bien évidemment, je pense que vous vous demandez tous pourquoi. Vous avez certainement des réponses. Vous cherchez des réponses. Alors moi, je vous propose quelques hypothèses. D'abord, les échecs. L'échec, surtout, du quinquennat Sarkozy, si c'est un mot que je peux prononcer ici. Une énorme déception
qui a fait fuir certains électeurs. Une déception qui était à la hauteur des attentes, et une déception qui, à mon avis, est très diverse, parce qu'il y a le sentiment que la droite de cette époque n'a pas tenu ses promesses parce qu'elle a été trop frileuse, trop lâche, mais aussi que plus généralement, le pouvoir politique semble impuissant. C'est devenu un lieu commun. Le pouvoir est impuissant, comme si il y avait une forme d'inertie de la bureaucratie, de la politique, qui faisait qu'on ne pouvait pas vraiment agir, et on parlait d'autant plus qu'on agissait moins. Donc ça ne concerne pas que la droite, cela. Mais ça la concerne particulièrement à cause de ce quinquennat-là. L'autre raison que je vous propose, alors je ne veux vexer personne, ce n'est pas une attaque personnelle, mais c'est un constat que je me permets de faire. Il me semble que le personnel politique de ce parti, ou l'ancien personnel politique de ce parti, n'a pas forcément justement pensé à l'avenir de la droite. Certains ont beaucoup pensé à eux-mêmes, certains ont pensé aussi à se replacer ailleurs, certains ont oublié de aussi réfléchir et de prendre du temps pour mener des réflexions sur un grand nombre de sujets, parce que c'est difficile de réfléchir, ça prend du temps, ça demande peut-être de faire des choses qu'on ne va pas médiatiser. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne suis vraiment pas là pour dire du mal de votre parti, mais je pense que ça compte. D'autres raisons. Il y a des changements sociologiques dans notre pays qui rendent la situation de la droite historique compliquée. Parce que, en gros, je simplifie, avant, les gens de droite étaient libéraux et conservateurs, un peu libéraux, un peu conservateurs. Il y avait une forme de complémentarité de ces deux thèmes. Et souvent, c'était une forme de libéralisme économique associée à une sorte de conservatisme social, et ça fonctionnait assez bien dans la France il y a quelques décennies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assiste quand même à des déplacements assez intéressants, qui est que vous trouvez des gens qui vont être conservateurs sur tout, et d'un autre côté, des gens qui vont être libéraux sur tout. Et ça commence à dessiner un petit peu le paysage de la droite que je vous écrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous êtes libéral sur les questions de mœurs, mais pas seulement sur les questions comment peut-on appeler ça? Je ne vais pas du tout dire vivre ensemble, mais libéral sur les questions de la vie quotidienne, de la coexistence des gens les uns avec les autres, et de la sécurité, par exemple, ou de l'immigration, voilà, le mot est lâché. Si vous êtes libéral sur ces questions, eh bien, on remarque que vous pouvez, et vous êtes souvent aussi libéral sur les questions économiques. Libéral, ça ne veut pas dire que vous acceptez tout, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais je dis que vous avez une vision, voilà, plus ouverte, plus flexible. Ça, c'est un petit peu ce qui se passe du côté d'En Marche. Et ça correspond à des évolutions sociologiques aussi, à l'apparition d'une catégorie de personnes qui souvent vivent en ville, qui sont assez bien loties, et qui donc peuvent se permettre, d'une certaine façon, d'être libérales, notamment sur les questions sociales, parce qu'ils ne sont pas forcément eux-mêmes tous les jours confrontés à un certain nombre de difficultés. Donc vous voyez que en plus, ça se recoupe avec la géographie, avec tout simplement l'endroit où l'on habite. Et de l'autre côté, il y a ceux qui deviennent conservateurs surtout, qui sont conservateurs sur ces questions sociales, ces questions de société, mais aussi sur les questions économiques, et qui, en gros, sont très critiques de la mondialisation, et qui pensent que la mondialisation a fait beaucoup de mal au pays. Donc, c'est des gens qui vous diraient, bon, le libéralisme à l'intérieur de la France, c'est bien, mais bon, on ne va pas être libéral par rapport au monde entier. Ce qui est une position difficile à tenir, mais ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a un paysage, en fait, qui, pour des raisons... Alors là, c'est sociologique aussi, pardon, parce que ça, c'est un petit peu l'envers de ce que je vous décrivais tout à l'heure. Là, on peut retrouver l'électorat Reconquête, bien que l'électorat Reconquête soit quand même plus libéral économiquement que l'électorat du Rassemblement national. On retrouve là aussi le Rassemblement national qui est, bon, oui ou non de droite, peu importe, mais vous avez là des gens qui sont, même s'ils ne le disent jamais, ils sont conservateurs
sur toutes ces questions, sauf les questions de mœurs. Tout ce qui concerne, disons, la parentalité voilà, diverses questions dites de société. Alors là, du côté du Rassemblement national, on est plus libéral. Mais là, je ne veux pas compliquer le tableau. Donc là, c'était les raisons sociologiques et géographiques. Et j'ajouterais une raison qui est la raison philosophique, qui finalement est parallèle à la raison sociologique, du rapport entre libéralisme et conservatisme. Alors ce sont deux termes qui ne sont pas très présents dans l'histoire politique et philosophique de la droite, mais ce sont deux termes que personnellement j'utilise, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette intervention, et que je trouve décrivent assez bien ce que peut être la droite. Et en parallèle de l'évolution sociologique que je vous décrivais, eh bien, on nous dit, on entend, on lit, on pense que le libéralisme et le conservatisme sont contradictoires. Et on l'entend à droite, enfin, très à droite, et on l'entend à gauche. Et on l'entend au centre. Bref, et d'ailleurs, on l'a entendu de la bouche du président de la République avant qu'il ne soit élu, quand il disait, voilà, mon combat, eh bien, moi, je suis le camp progressiste. Il ne disait pas libéraliste, je suis le camp progressiste, et en face de moi, j'ai les conservateurs. Voilà. Et je pense que l'essence même de la droite française, c'est de refuser cette dualité. C'est d'essayer de la dépasser et de fusionner ces deux notions pour qu'elles s'équilibrent. Ça, c'est ce que je pense. Donc, je sais que beaucoup de gens sont en désaccord avec cette idée. Mais, à mon avis, elle recouvre quand même une certaine réalité historique et philosophique de la droite. Et je vais terminer aussi par donc une dernière raison, une dernière hypothèse, qui est très contemporaine, plus contemporaine cette fois-ci, sur le désarroi de la droite d'aujourd'hui et son éclatement, c'est son attitude par rapport à la gauche. C'est un petit peu le lot de la droite, malheureusement, c'est de se déterminer par rapport à la gauche. C'est-à-dire que la gauche fait quelque chose et la droite répond. Moi, je considère que c'est une qualité d'être non pas réactionnaire, mais d'être réactif. Parce que finalement, la société pourrait marcher par elle-même sans qu'on ait besoin d'intervenir en permanence dans elle ou sur elle. Mais la gauche fonctionne par l'intervention sur le tissu social. C'est comme ça qu'elle se conçoit. Elle veut changer la société, elle veut changer le monde. Et donc, la droite a toujours une position de réaction à ça, c'est-à-dire soit de modération, soit d'empêchement, soit de contradiction. À mon avis, c'est une vertu. Et c'est une des choses qui définissent la droite, et c'est une très bonne chose. Donc il faut en être fier. Quand la gauche dit « Oh là là, vous n'inventez rien, vous ne créez rien, vous ne faites que répondre », mais oui, très bien, on est là pour ça. Et sans ça, le monde irait bien plus mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, une partie de la gauche, et je pense à ce qu'on appelle la gauche woke, pardonnez-moi cet anglicisme, la gauche woke fait peur. Elle n'a aucune popularité dans l'ensemble du pays. Enfin, je pense que les sujets liés au wokisme ne sont pas connus, n'intéressent pas les gens. Et d'ailleurs, ils concernent souvent des enjeux complètement hors sol de journalistes parisiens qui se parlent les uns aux autres. Mais cela a une influence quand même dans le monde de l'opinion, dans les médias et dans la politique. Et il me semble que la droite, aujourd'hui, ne sait pas très bien comment répondre à ces excès de la gauche. Et je me permettrai de dire que la droite, parfois, répond par des excès aux excès de la gauche. Pas forcément vous, mais des partis que j'ai pu citer, un parti notamment, qui pense que quand on est face à eh bien, une forme de folie, il faut répondre par une autre folie inversée. Et à mon avis, ça, c'est un chemin très dangereux parce qu'on se perd soi-même. Alors, je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion. Mais en tout cas, ça, c'est un sujet important. C'est comment trouver le mot juste, la position juste pour répondre à des évolutions de société qu'on juge dangereuses, sans verser dans un excès, sans verser dans la caricature, quasiment le conspirationnisme parfois. C'est très difficile et il me semble que ce travail n'est pas tout à fait fait aujourd'hui à droite, qu'il mériterait d'être fait.
Finalement, peut-être qu'une raison qui résume un peu toutes les autres raisons, et encore une fois, je ne suis pas là pour dire du mal de votre parti, mais je pense qu'il y a eu un petit manque d'un certain côté, eh bien, cette raison, c'est qu'il y a peut-être une absence de remise en cause, de remise en question, de réflexion sur à la fois l'évolution de la société et ce qu'on peut répondre à cette évolution, une absence de réflexion sur ce qu'a été la droite, ce qu'elle est, ce qu'elle a été comme parti, ce qu'elle est comme parti, mais aussi et surtout ce qu'elle est comme idée. Je ne trouve pas que cette réflexion soit très présente. Je ne sais pas, vous avez peut-être une opinion différente, peut-être que vous avez beaucoup de débats, vous, de façon très décentralisée. Ces débats sont certainement présents, mais en tout cas, à la tête du parti, je pense qu'il a manqué cette introspection, finalement. C'est pour ça que je voudrais vous emmener dans un petit voyage historique sur la droite, pour vous, peut-être, vous donner un petit peu d'espoir et vous rappeler que finalement, l'histoire de la droite est très mouvementée et qu'elle n'est pas du tout rose ou, disons, simple, comme on peut le penser. C'est normal que quand on regarde le passé, on en ait des visions simplificatrices et qu'on se dise oh ben, la droite, c'est le parti qui a vocation à gouverner. D'ailleurs, depuis De Gaulle, vraiment, c'est le parti de gouvernement. Et d'ailleurs, il est illégitime que nous ne soyons pas au pouvoir. Moi, j'entends ça parfois de certains élus de votre parti. Nous sommes le parti qui a vocation à gouverner. Oui, mais ça fait quelques années que la majorité des Français pensent que non. Et à mon avis, il faut se défaire de cette idée que la droite unie, rassemblée, a toujours été unie, rassemblée. Pas du tout. L'histoire de la droite, c'est une histoire d'éclatement constant, d'opposition, finalement de recherche aussi de cette position juste dont je vous parlais tout à l'heure par rapport aux évolutions de la société. Et pour le dire dans mes termes favoris, c'est l'histoire d'un dialogue entre le libéralisme et le conservatisme et la recherche de la position juste. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire de la Grande-Bretagne et l'histoire du Parti conservateur britannique, que j'aime beaucoup, le Parti Tory. Le Parti Tory a été fondé au début du 19e siècle, et il s'appelle toujours le Parti Tory. Il y a deux grands partis en Grande-Bretagne. En face des Tories, vous avez les travaillistes, mais avant, vous aviez les Whigs, qui étaient des libéraux. Cette histoire très longue confère à ce courant politique en Grande-Bretagne une force inimaginable. Parce qu'il y a une légitimité de l'histoire, il y a une légitimité de tout ce à quoi on peut se référer, et même s'il y a eu énormément d'événements, de batailles, de scissions, de réunions, à la fin, on a quand même un grand parti, et un grand parti tellement puissant qu'il fait ce que nous n'arrivons plus à faire ou pas à faire dans notre pays. Il arrive à intégrer les remises en question qui viennent de l'extérieur du système dans le système. Je parlais de populisme tout à l'heure. Le mouvement du Brexit, l'envie du Brexit, c'est un mouvement populiste, au sens, disons, descriptif. La force de la démocratie britannique, c'est d'avoir réintégré ce mouvement, au lieu de le pousser, au lieu de le refuser. Alors ça a été compliqué. Moi, j'étais en Angleterre au moment du vote pour le Brexit. C'est toujours le bazar. Mais au moins ça vit. Au moins, il y a une traduction politique concrète de ce que veulent la majorité des gens. Et c'est pour ça que, vous le devez le sentir, j'ai une admiration sans borne pour ce système qui arrive à finalement prendre ce qu'il y a de bon dans la revendication populaire, mais refuser ce qu'il y a de mauvais et de déstabilisant. Voilà. Bon, alors en France, ça ne marche pas du tout comme ça. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas une histoire passionnante sur laquelle justement je vais un petit peu revenir, en tout cas sur l'histoire de la droite. Alors vous devez connaître la tripartition de René Rémond, des trois droites en France. Alors moi je vous propose de l'oublier. Sachant que les noms sont intéressants. Quand vous dites bonapartiste, on sait ce que c'est. On dit orléaniste, on sait ce que c'est. Légitimiste, on sait ce que c'est. Mais on a tellement appris, répété et agi finalement en fonction de cette tripartition qu'on a oublié un petit peu ce qui
pouvait déjà y avoir de commun à ces familles, mais on a aussi, finalement, avec un peu de paresse, abandonné l'idée de le répartir autrement, en fonction de ce qui s'était passé depuis la Révolution française. Alors moi, vous ne serez pas très étonnés que je vous propose une autre distinction qui sera binaire, qui sera celle du libéralisme et du conservatisme, bien évidemment. Mais en tout cas, ça ne veut pas du tout dire que je pense que c'est la distinction la meilleure. C'est que je trouve que c'est une sorte de modèle, comme un modèle mathématique, qui fonctionne à peu près pour comprendre ce qui s'est passé dans notre histoire intellectuelle. Donc je ne vais pas vous réexpliquer la Révolution française, vous connaissez bien, vous savez comment la droite est née. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, depuis la Révolution française, eh bien, la France a deux droites, ou si vous voulez, deux conceptions de la droite, qui sont deux conceptions du rapport à l'histoire, à la société et à ce qui est bon pour le pays. Alors, la Révolution française fait apparaître la droite au moment où l'Assemblée nationale doit décider en fait, de l'avenir du droit de veto du roi. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces questions. Eh bien, c'est assez simple à l'époque. Tous ceux qui se mettent à gauche du président sont contre l'existence d'un droit de veto du droit sur les décisions de l'Assemblée. Eh bien, à droite, vous avez tous ceux qui sont pour ce veto, en sachant qu'en plus, il y a plein de sous-familles dans ceux qui sont pour, parce qu'il y a plusieurs types de veto possibles, selon eux. Et c'est là que la droite apparaît. La droite, c'est celle qui dit non à la Révolution française dans ces termes-là. Mais progressivement, ce qu'on va voir apparaître, ce sont finalement deux droites. Il y a une droite qui va dire non à la Révolution française et qui va continuer à dire non pendant des décennies, presque 2 siècles, presque 2 siècles ou 1 siècle et demi. C'est la droite qu'on appelle la droite réactionnaire. Encore une fois, ce n'est pas forcément un jugement de dire réactionnaire, mais simplement, c'est une droite qui dit que non, on ne veut pas de cette nouvel ordre politique qui considère que la souveraineté réside finalement dans le peuple et plus dans Dieu. On considère que la France a besoin d'un monarque, parce que le monarque, c'est finalement celui qui représente cet ordre divin, et que tout pouvoir qui vient du peuple, finalement, ce n'est pas un vrai pouvoir. Le peuple ne peut pas être souverain par définition. Et alors là, vous avez toute la tradition réactionnaire, qui d'ailleurs est passionnante à lire, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, et alors vous pouvez aller jusqu'à Charles Maurras, dont on pourrait parler. Je ne veux pas aller trop vite, parce que Charles Maurras est un personnage très complexe, parce que chez lui, il y a aussi des éléments de modernité, mais tout de même, c'est quelqu'un qui est anti-moderne. Ce sont des gens qui n'aiment pas leur époque, qui n'aiment pas le monde tel qu'il est, qui veulent un autre monde, un monde qui veulent revenir à un monde d'avant, pour des raisons différentes. Je ne les mets pas tous dans le même sac, parce qu'il y a à chaque fois des justifications différentes. Mais c'est vraiment cette idée qu'ils regardent le monde et le monde ne leur plaît pas. Ils en veulent un autre. Moi, je mettrais aujourd'hui Éric Zemmour dans cette catégorie. Là encore, j'essaie d'être descriptive et non pas sans forcément juger. C'est quelqu'un qui voit le monde dans lequel nous vivons et qui, au lieu de vouloir l'amender, veut un autre monde. Alors à cette famille, qui est de droite, mais qui, à mon avis, n'est pas la meilleure droite et qui n'est pas la vôtre, répond une autre, la vôtre, qui est la droite qui dit « oui, mais », qui a dit d'ailleurs, pas tout de suite, mais avec un certain temps, la droite qui dit « oui à la Révolution, oui aux Lumières, oui, disons, à la modernité, aux droits individuels, à la raison, oui à toutes ces choses, mais attention, il y a eu une histoire de France avant 1789, nous venons d'autres choses, nous venons de quelque chose que nous ne pouvons pas oublier, et surtout, ces droits nouveaux, ces libertés nouvelles, c'est une bonne chose, mais elles ne pourront pas subsister sans ce qui les a fait naître, c'est-à-dire notre culture, nos mœurs, nos traditions, la religion. Donc là, vous avez finalement une vision du monde que moi, je trouve beaucoup plus équilibrée, qui est d'accepter la modernité, d'accepter tout ce que ça implique, d'accepter aussi le règne de l'individu, parce qu'on en fait tous partie, mais toujours d'avoir à cœur de préserver ce qui rend ces droits possibles.
Et c'est compliqué à expliquer. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de temps. C'est difficile à expliquer sur un plateau de télévision. J'ai essayé, ça ne marche pas tellement. Et donc, on n'est pas... C'est vraiment, aujourd'hui, je trouve particulièrement difficile parce que c'est beaucoup plus simple, finalement, de dire « Non, 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 il n'y a rien qui va, on va tout changer ». Ou bien de dire « Oui, la révolution, il n'y a que ça, il n'y a que des droits individuels, et puis aujourd'hui, il n'y a que des communautés ». C'est très simple. Moi, si je voulais, je pourrais aussi faire semblant de dire une des deux autres, voilà, une de ces choses. Mais je ne peux pas, je ne peux pas mentir. Moi, et je pense que voilà, c'est une position difficile, mais si on la travaille, si on y croit et si on la travaille, elle peut être entendue. Et je pense aussi que dans la vie réelle, énormément de gens incarnent cette binarité du libéralisme et du conservatisme. Alors, je vais vous détailler un petit peu quand même historiquement la façon dont ça s'est traduit. Et puis, j'en arriverai à aujourd'hui. Donc, j'ai bientôt fini, je vous rassure. Alors, dans l'histoire, la France n'a pas eu de parti libéral conservateur. Ce que je vous raconte, c'est un peu une réécriture, une sorte d'analyse de la façon dont on peut décrire la droite historique, la droite du oui mais cette droite n'a pas existé en vrai tout le temps, comme le Parti conservateur britannique. Simplement, il y a eu plusieurs épisodes qui l'ont d'une certaine façon incarné. Ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait peu, c'est que d'abord, au moment de la Révolution, il y a un certain nombre de députés qu'on appelait les aristocrates qui étaient pour finalement une sorte de modèle à l'anglaise, avec un parlement beaucoup plus puissant et aussi une société qui n'aurait d'ordre que des ordres honorifiques, c'est-à-dire une société finalement où les droits seraient les mêmes pour tous. Et c'était pourtant des aristocrates. C'était des gens qui étaient des admirateurs d'Edmund Burke. Pour ceux qui connaissent, c'est le philosophe et député britannique qu'on considère comme le père du conservatisme britannique. Et alors, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ces gens-là, qu'on appelle les aristocrates ou les aristocrates libéraux. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est quand même assez passionnant de se dire qu'il y a eu, dès la Révolution française, une droite libérale, conservatrice, qui ne s'appelait pas ainsi, alors très minoritaire, hein, parmi toute la droite, c'était quand même pas grand-chose, quelques dizaines de députés. Ils ont complètement échoué, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont été dépassés par les réactionnaires, qui ont pris évidemment toute la place, toute la lumière, parce que dès cette époque, les réactionnaires disaient « nous, on ne fait aucun compromis, on préfère que rien ne marche, plutôt que ça marche un petit peu ». Je vous le dis juste parce que quand on revient à la Révolution française aujourd'hui, et notamment dans les discussions médiatiques ou politiques, on fait comme si c'était très très simple, hein, il y avait deux camps, oui et non. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez dans votre histoire, à droite, finalement des ancêtres qui, dès la Révolution, ont réfléchi à cette question du oui mais. Très bon livre là-dessus d'ailleurs, de Jacques de Saint-Victor, qui s'appelle Les aristocrates, et qui, je crois, va être republié. Bon, j'avance, hein, je ne vais pas vous faire toute la Révolution, je ne vais pas non plus vous faire l'Empire, parce que là, on y passerait des heures et c'est compliqué, mais on peut même faire l'hypothèse que l'Empire, c'est une tentative de concilier la monarchie et la République, une tentative très particulière, mais au moins, c'est une tentative qui débouche sur quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même des grandes innovations juridiques, notamment. Alors, certains considèrent que Napoléon n'est ni de droite ni de gauche. Je pense qu'on peut quand même considérer qu'il est devenu de droite, qu'il l'était d'ailleurs profondément hein, dans son fort intérieur, qu'il avait embrassé les principes de la Révolution, mais aussi par opportunisme. Mais tout de même, on peut considérer que c'est une sorte de droite qui, certes, croit à l'homme providentiel, met en avant l'homme providentiel, mais qui établit quand même l'égalité des individus devant la loi, l'égalité des droits. Et ça, c'est quand même une étape essentielle de la fondation d'un régime démocratique. Enfin, qui n'était pas encore démocratique à l'époque, mais qui va le devenir. En tout cas, d'un régime libéral. Alors, je vous passe la Restauration. Enfin, je vous dis ça, je vous passe à chaque fois, je vous détaille quand même. Donc, je dis quelques mots de la Restauration. Pareil, la Restauration,
gros blanc, époque jamais étudiée à l'école. Je ne sais pas si vous l'avez étudiée, moi non. Donc j'ai découvert la Restauration assez récemment par mes lectures. C'est une époque passionnante, en fait, qui n'est pas du tout l'espèce de revival réactionnaire qu'on nous raconte, mais qui est plutôt une période où on essaie de trouver, on est toujours dans cette recherche d'équilibre, on essaie de trouver un gouvernement qui soit adapté à la fois à ce qu'a été la France, c'est-à-dire une monarchie, et qui intègre quand même un certain nombre de principes libéraux. Donc je vous conseille vraiment de lire sur cette période. Il y a un très bon livre de Benoît Hiver qui s'appelle La Restauration. Et Benoît Hiver est mon éditeur, donc c'est pour ça que j'en parle, mais c'est un homme très cultivé, spécialiste du sujet. Et pendant la Restauration, on n'est plus du tout dans l'Ancien Régime. Il y a une assemblée, il y a un parlement, une chambre des députés. On discute de textes. Il y a même ce qu'on appelle une charte, c'est-à-dire un ensemble de principes que le monarque accorde à la nation. Alors, ça changera avec la monarchie de Juillet parce que la charte ne sera plus considérée comme l'émanation de la monarchie. Mais bon, peu importe, on a déjà un régime qui essaie d'intégrer la présence, la possibilité d'opinions contradictoires, qui représentent un certain nombre de citoyens qui sont certes peu nombreux parce qu'on a un suffrage censitaire, mais c'est un moment aussi où beaucoup des grandes libertés qui vont être définies dans l'espace public seront mises en œuvre. Parfois aussi, il y aura des retours en arrière. La liberté de la presse, c'est un très bon exemple. C'est à cette période-là qu'on commence à discuter très sérieusement de la liberté de la presse, de ses limites, et que de grandes batailles à la fois politiques et intellectuelles sont menées sur ces sujets. Alors, je ne veux pas du tout dépeindre la Restauration comme une démocratie en puissance, pas du tout. Mais c'est un moment de grande réflexion, de grand fourmillement intellectuel et politique. Et la droite y a sa part. Alors vous avez toutes les droites. Là, vous avez la droite réactionnaire qui s'incarne dans ce qu'on appelait les ultras, mais vous avez aussi des libéraux qui émergent, et notamment sous l'impulsion d'un homme qui s'appelle François Guizot, dont vous avez sûrement entendu parler, qui donc sera une sorte de force d'opposition pendant cette période, avec ceux qui sont avec lui et qui s'appellent les doctrinaires. Mais ce François Guizot, vous devez savoir, a été un des plus grands ministres du régime suivant, qui est la monarchie de Juillet. Et alors là, la monarchie de Juillet, c'est aussi un autre exemple passionnant de tentative de conciliation entre libéralisme et conservatisme, de tentative de conciliation entre la monarchie, donc une monarchie un petit peu nouvelle facture, avec une monarchie beaucoup plus libérale, et un conservatisme de la monarchie et le libéralisme d'une assemblée qui a plus de pouvoir, d'un parlement qui a plus de pouvoir. Alors la monarchie de Juillet, c'est un régime peu connu aussi. À nouveau, je pense qu'il y a de quoi faire, je pense aussi, si on s'intéresse à l'histoire de la droite, c'est-à-dire reparler de l'histoire de la monarchie de Juillet. Et François Guizot, d'ailleurs, de façon très intéressante, il a écrit tout ça. Vous trouvez chez lui, dans ses nombreux écrits, la description que j'essaie de vous faire, qui est de dire, voilà, nous, on veut à la fois la stabilité de la monarchie, qui correspond à notre passé, mais on veut aussi la modernité, la liberté. Et ça s'incarne à cette époque par la naissance de ce qu'on pourrait appeler la méritocratie. Le terme n'apparaît pas du tout à l'époque. C'est un terme qui date des années 60 et qui est né en Grande-Bretagne, 1960 et qui est né en Grande-Bretagne. Mais rétrospectivement, le terme de mérite existe déjà. Et c'est à ce moment-là que cette droite libérale commence à définir l'idée de mérite, qui suppose évidemment l'égalité devant la loi et qui n'est pas forcément incompatible avec le respect de l'ordre qui est un principe très important chez Guizot. Donc chez Guizot, ça marche toujours sur deux jambes. Vous avez l'ordre et la liberté. Alors, je vous incite à aller lire du Guizot. Vous trouverez très très rapidement une phrase où il vous parle d'un côté l'ordre, d'un côté la liberté. Je pense que ça, c'est une bonne façon aussi de définir la droite. Et sachant que l'ordre et la liberté,
là encore, ne sont pas forcément contradictoires, mais que c'est assez difficile d'expliquer en quoi ils sont complémentaires. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile à expliquer sur un plateau de télévision, mais en même temps, c'est la vérité. Donc, je pense qu'il faut continuer à essayer en tout cas de tenir à cette notion, de la diffuser, même si, encore une fois, ça n'est pas le choix de la facilité. Alors, le temps passe. Je vais arriver au XXe siècle, hein, je vais vite. Alors, la Troisième République. Oui, alors pendant la Troisième République, vous avez la droite. La droite se retrouve à l'extérieur de la Troisième République au départ. Et c'est une droite qui est extrême, qui est anti-républicaine. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'extrême droite, des ligues, de l'Action française. Bref, on retrouve là cette droite qui n'accepte pas, alors cette fois, c'est pas seulement la Révolution française, mais c'est la Révolution française et la République. Cependant, au début, à partir de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, au sein du Parlement, de la Chambre des députés, vous avez une droite qui se reconstitue. Simplement, elle ne s'appelle pas comme ça, mais elle existe. C'est-à-dire que c'est une force plus conservatrice qui va vers la modération. Je vous parlais tout à l'heure de l'ordre, donc la protection de l'ordre et de l'autorité, mais compatible avec la défense de la liberté. Cette droite existe. Simplement, quand on fait l'histoire de France, on l'oublie parce qu'on se concentre sur celle qui s'opposait au régime et qui était à l'extérieur du régime. Et le pire, c'est que ça s'est compliqué en fait avec la Deuxième Guerre mondiale. Je vous passe Vichy parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour ça, mais bon, Vichy, ça c'est en gros le sursaut réactionnaire, alors qu'on pensait que voilà, que le débat était clos, mais non, pas du tout. Le débat n'est pas clos, et en fait, ce changement de régime en est la preuve. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a à la fois une chose positive qui se passe pour la droite et une chose négative. La chose positive, c'est que la droite abandonne l'idée de réaction. L'Action française est morte. La droite dit résolument oui, mais, ce que je vous disais tout à l'heure. Elle ne dit plus non, elle dit oui, mais. Et c'est l'apparition progressivement du gaullisme. Mais, voilà, le problème, ce qui est plutôt négatif, plutôt problématique plutôt pour la droite à cette époque, c'est que la droite ne s'appelle pas la droite. C'est-à-dire qu'elle n'assume absolument pas le terme de droite. On ne se dit pas de droite, on ne s'assume pas de droite pour des raisons tout à fait compréhensibles, bien sûr, qui sont dues à l'héritage de la guerre. Le gaullisme participe finalement de cet oubli volontaire, puisque le gaullisme, d'ailleurs, ne se revendique pas de droite. Après, quand on étudie le gaullisme, on se rend compte quand même que la politique menée par le général de Gaulle est plutôt allée vers la droite, même si au départ, il y avait des gaullistes de gauche. On finit quand même avec un mouvement dont vous êtes les héritiers, qui penche à droite, mais qui ne s'avoue pas de droite. Il va falloir attendre vraiment longtemps pour que la droite s'appelle la droite. Je crois que la première fois, c'est avec le gouvernement Pinet. Alors, on est encore dans les années 50, mais ça n'est pas la droite gaulliste, justement. Et il me semble quand même que le premier qui a utilisé le terme, disons, sans être embarrassé, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, vous savez sûrement mieux que moi, mais je crois que c'est à partir de Nicolas Sarkozy que le terme de droite est redevenu, enfin en tout cas pour beaucoup de gens, quelque chose de complètement acceptable, qu'on peut utiliser sans en avoir honte. Là, je veux dire, je parle au niveau du débat public. Je pense qu'après, dans la vie quotidienne des gens, ça fait bien longtemps que les gens se disent de droite ou de gauche sans se poser ces questions. Mais on doit prendre en compte, malheureusement ou heureusement, ce qui se passe, disons, au niveau de l'État et au niveau de sa conversation nationale. Alors tout ça pour arriver à aujourd'hui. Vous vous rendez compte que si on refait l'histoire de la droite, finalement, la droite a été très présente, elle a été puissante, elle a été souvent au pouvoir, elle a fait de grandes réformes. Ce n'était pas le propos de les citer ici, mais elle en a fait beaucoup. Mais sans avoir un seul parti et en étant toujours dans un mouvement de décomposition, recomposition, donc jamais dans la facilité. Donc si je vous dis tout ça,
c'est que ça peut donner un éclairage pour le présent, au sens où je ne sais pas si l'obsession doit être d'unifier les droites, parce qu'on prend le problème par le mauvais bout. La question, c'est plutôt ce qu'on veut pour la France, ce qu'on croit être bon pour la France. C'est quasiment une question, oui, c'est la question de la vision. Et à partir de cette vision, ensuite, on peut rassembler. Mais si on n'a pas d'abord la vision de quel est le bon équilibre, qu'est-ce qu'il faut rechercher, si on n'essaie pas de revenir, en d'autres termes, à ce qu'a toujours fait la droite qui a gouverné, c'est-à-dire chercher cet équilibre entre la liberté et la conservation, je doute qu'on puisse, que vous puissiez, ou qu'on puisse reconstituer une droite très large. Moi, quand je vous dis qu'on prend le problème par le mauvais bout, c'est qu'on regarde les différents partis et on se dit, tiens, on pourrait se mettre tous ensemble et parce qu'on est d'accord sur 2 ou 3 choses et pas forcément sur d'autres choses, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on va séduire les électeurs. Je ne pense pas que l'électeur procède ainsi. Il faut plutôt partir du haut et se dire quelle est la vocation de la droite aujourd'hui, quelle est sa mission, et même si sa mission est difficile, il faut l'accepter, il faut la formuler, et à partir de cette formulation, espérer que les gens qui ont quitté la droite ou qui n'ont plus confiance en elle la retrouvent. Je ne sais pas si vous saisissez bien la différence que je fais entre les deux. Ça peut sembler complètement superficiel, hein. Mais à mon avis, c'est le point de départ. Le but, ça n'est pas suivre les sondages, regarder les sujets, suivre les sujets, parler d'un sujet parce que machin, on parle beaucoup et que les gens sont intéressés, nous disent les sondages, par ce sujet. C'est pas du tout ça. C'est juste arrêter tout ça, éteindre la télévision, juste penser et revenir à ce qu'on pense être la droite et ce qu'elle doit être. Donc, pour répondre à la question que nous nous étions posée au départ, moi, je pense que la droite a un avenir. Mais si elle fait ça, si elle ne le fait pas, oui, elle aura un avenir, disons, elle aura un avenir intellectuel parce qu'elle a toujours eu une histoire intellectuelle très vivace. Ça, j'en ai pas parlé, mais la chance de la droite, finalement, c'est d'avoir des traditions intellectuelles différentes et passionnantes. Mais la droite en politique qui, disons, pour gouverner, doit quand même avoir un certain nombre de suffrages, la droite politique, pour moi, ne peut avoir un avenir que si elle revient aux sources. Je vous remercie. C'est moi qui donne les questions? Non. Alors, il y a madame aussi, là. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Bonjour. La question que je me posais, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, il n'y a pas une seule droite, mais des droites. Alors la question que je me pose et donc que je vous pose, c'est est-ce que vraiment une union des droites est-elle possible? Est-elle réalisable? Si oui, à quelles conditions? Parce que plus concrètement, une union des droites, ça veut dire plusieurs chefs, plusieurs égaux pour une seule place. Est-ce que ça signifierait une fusion de 3 partis? LR, Reconquête, le RN, parce que par exemple lors des présidentielles de 2022, il y avait potentielle union envisagée entre le RN et Reconquête, pour autant LR était à côté. Et donc, est-ce que même une union des droites est-elle souhaitable pour faire gagner la droite? Je vous remercie. Merci. Alors, je vais me répéter un petit peu. Je pense qu'il faut arrêter de penser en logique d'appareil. Et je suis devant un appareil, donc vous allez me dire, mais concrètement, bien sûr, moi, je peux dire beaucoup de choses parce que je ne suis pas, disons, sur le terrain, et c'est une position facile, j'en conviens, mais je pense que la situation est quand même un peu délicate, et donc on ne perd rien à se dire, la logique politique doit venir après. Est-ce qu'il faut une union des droites? Moi, je ne poserai pas cette question-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut quand on est à droite pour notre pays? Et qu'est-ce qui pourra rassembler suffisamment d'électeurs? Qu'est-ce qui pourra plaire à suffisamment d'électeurs dans les propositions qu'on peut faire? Peut-être qu'un jour, vous aurez plusieurs personnes, parce que je pense que ça ne dépend pas que d'une personne, plusieurs personnes qui auront
réfléchie, pensée et mise en œuvre, si vous voulez, en tout cas un peu développer une vision et un programme qui fait que beaucoup de gens de droite vont se reconnaître dans cette personne sans qu'on ait besoin de fusionner des partis. Je ne dis pas qu'il faut attendre le Messie, je dis qu'il faut travailler pour que, finalement, dans une organisation comme la vôtre, ces gens-là soient possibles. Finalement, c'est ça aussi. C'est que comment on fait pour détecter les bonnes personnes, les promouvoir. Et là, je vais dire quelque chose d'un peu... bon, je vais arrêter de faire des réserves à chaque fois, donc je vais le dire. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont voulu faire de la politique et qui ont arrêté parce qu'ils sont arrivés dans des appareils, ils étaient consternés de voir qu'en fait, tout ce qui intéressait les gens, c'était la petite guéguerre, se placer sur la liste, faire ci, faire ça. Ils étaient atterrés. C'était des idéalistes, peut-être. Moi, je pense que l'égoïsme est important. C'est important d'arriver dans un parti, se dire non, moi, je veux réussir, je veux aller là, je veux être élu. C'est important parce que s'il n'y avait pas d'égoïsme, il n'y aurait pas grand-chose. Mais quand on fait de la politique, c'est quand même qu'on a envie de participer à la chose qui nous rassemble tous. Et donc, ça veut dire que parfois, il faut savoir se dire « Ah, mais celui-là, il est quand même peut-être meilleur pour cette chose que moi ou que tel autre. Et donc, il faut peut-être soutenir le meilleur et pas forcément celui qui va ensuite vous distribuer le plus de faveurs. » Et ça, c'est très dommage. Donc, on n'attend pas un messie, mais il faut faire en sorte qu'il y ait des gens qui émergent et qu'on laisse parler. Par exemple, que des gens qui aient des idées un peu iconoclastes ne soient pas tout de suite renvoyés. Quelqu'un aujourd'hui dans le parti qui vient vous dire non mais attendez, l'immigration, d'accord, alors l'immigration, ça pose plein de problèmes, mais il y a quand même des choses très bien qui viennent de l'immigration. Je ne sais pas si ces gens-là arriveraient à exister. Parce qu'on leur dirait, non, la doxa aujourd'hui, c'est plus ça. Pourtant, la doxa, il y a peut-être 30 ans, c'était pas ça. Donc la doxa change. Et donc tous ceux qui ne sont pas dans la doxa, mais qui ont quand même une fibre, on voit bien, on a une fibre pour un parti politique. Ceux-là, on les oublie et on se prive finalement de la richesse qu'ils peuvent apporter. Donc moi, c'est presque un conseil que je donnerais, qui est d'accepter aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec vous dans le parti et qui vous remettent en question et qui vous disent oui, ces sujets sont importants, mais il faut en parler autrement. Oui, ces sujets sont importants, mais ils ne suffisent pas, il faut parler d'autres choses. Voilà, donc encore une fois, je pense que partir de l'appareil n'est pas la bonne solution. Alors, un grand merci. J'ai trouvé votre intervention très enrichissante. On partage quelque chose. En particulier, vous avez fait référence à l'Angleterre, aux Tories. Moi, je ferai référence également à l'Allemagne, où j'ai vécu, où je travaillais, avec la droite qui est caractérisée par un parti qui s'appelle Christliche Demokratische Union, qui évoque le terme chrétien. Et également du côté, je dirais, SPD, en fait, la gauche, qui évoque le côté social. Social SDP, voilà, SPD. En quoi, donc vous n'avez pas évoqué dans vos propos justement ce à quoi on fait souvent référence dans l'opposition entre la gauche et la droite en France, qui est la gauche est sociale et la droite n'est pas sociale, souvent. Or, pour moi, en ayant vécu et travaillé en Allemagne, l'aspect social vient du travail. En fait, on peut vivre de son travail. Et donc, pour moi, c'est l'aspect social fondamental. En quoi nous, droite, les républicains, ne devrions-nous pas nous redéfinir l'aspect social au sein d'une droite qui permettrait justement de ce que vous évoquiez, de rassembler également beaucoup plus les différentes droites? Je vous remercie. Et ce qu'implique votre remarque aussi, c'est qu'il y a une façon de rassembler des Français qui sont très différents sur tous les plans, y compris socio-économiques, par cette idée-là. Et ça, c'est important. Entre parenthèses, je n'en ai pas parlé, mais une des forces de la droite aussi, c'est de refuser l'idée que votre orientation politique est attachée à une classe. Et ça, c'est très fort. C'est que ça transcende les classes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un discours très difficile à tenir. Mais il faut le tenir. La difficulté, c'est le terme social, parce que ça veut tout dire aujourd'hui. La gauche dit social, tout le monde dit social, et puis quand on ne sait pas décrire un phénomène, on dit c'est social. Donc moi, je vois très bien ce que vous voulez dire par social. Ça parle à la fois de ce qu'on fait dans la société, comme personne finalement qui n'est pas que privée.
C'est tout ce qui n'est pas ni l'État ni l'individu. C'est ce que les Britanniques appellent la société civile, et les Allemands aussi. Alors en France, quand vous dites société civile, on pense syndicat. Mais pas du tout. La société civile, c'est vous, par exemple. Un parti politique fait partie de la société civile. Edmund Burke appelait ça les petits bataillons de la société civile. Donc c'est tout ce qui rend la vie sociale riche, ce qui permet aussi aux gens de se rencontrer, de s'attacher. C'est ce qui crée des attachements. Voilà un autre terme aussi qui appartient à la droite et que je préfère personnellement à celui d'enracinement. Et oui, bien sûr que la droite, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le constat. Et il y a aussi la question du travail que vous évoquez, mais qui est à mon avis un petit peu différente. Après, je ne sais pas quel mot il faut employer. Faut-il employer le mot social? Quand on dit droite sociale, en tout cas moi, j'entends tout. J'entends tout et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Oui, mais... Bonjour, merci pour votre intervention, c'était passionnant, c'était fascinant. Il y a plein de choses à discuter, ça me donne envie de lire votre livre. Et bon, je ne suis pas d'accord sur plein de trucs, mais bon, on pourra en dites-moi. Mais allez-y. Non, parce que en fait, je voudrais plutôt vous emmener sur mais c'est des nuances, voilà. Et par exemple, aussi, vous avez parlé de la spécificité du régime, enfin, de ce qui se passe en Angleterre, mais c'est aussi lié à leur mode de scrutin, à un tour. Et nous, dans la Ve République, on a une polarisation aussi très forte jusqu'à Macron. Et justement, je voulais vous interroger là-dessus. Parce qu'il y a quand même ce bloc central, centriste qui s'est créé et qui va peut-être disparaître avec le fait que Macron, normalement, ne se présentera plus et que voilà, et que voilà, dans 4 ans, on va peut-être revenir à un paysage politique plus proche de ce qu'il y avait avant. Et justement, comment vous réfléchissez à ça? Comment vous voyez un peu cette recomposition politique? Est-ce que ça va amener une clarification selon vous? Est-ce que ce bloc central, il continuera d'exister ou alors il va se couper en deux? Voilà, comment vous voyez ce fait historique de manière prospective? Vaste question, je vais essayer d'y répondre. Je pense que le clivage gauche-droite en France est extrêmement profond. C'est-à-dire qu'il me semble absolument insensé de prétendre et d'avoir prétendu que ce clivage n'existait plus. Juste parce qu'une personne, ou en l'occurrence Emmanuel Macron, l'avait dit ou l'avait compris. Peut-être que dans quelques siècles, il n'existera plus. Mais si vous connaissez l'histoire de la Révolution française, c'était tellement fort à tout point de vue. C'est un moment incroyable de notre histoire. Comment peut-on penser que 200 ans, 250 ans plus tard, c'est bon, c'est terminé, on va faire autrement? Je trouve ça très prétentieux, finalement. Donc oui, le clivage, il revient. Beaucoup ont dit dès 2017 qu'il reviendrait, qu'il n'avait pas disparu. Donc je pense qu'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir tout de suite sous forme électorale, parce qu'il y a les idées, il y a les courants, et puis il y a la traduction électorale, et comme vous l'avez très justement dit, cela dépend aussi des modes de scrutin. Mais vous voyez bien que même les 2 quinquennats Macron ont montré qu'il y avait un glissement progressif vers la droite. Bon, je ne veux pas vous vexer, mais bon, quand même un petit peu vers la droite, et plus loin de la gauche. Au départ, le mouvement de Macron, c'était quand même l'idée d'un syncrétisme. C'était de dire, nous, on n'est pas seulement du centre droit ou du centre gauche, on est le centre. Ce que Alain Gérard Slama appelait, d'ailleurs sans le savoir, dans les années 90, il avait appelé ça l'extrême centre. Et c'est ça qu'a dit Emmanuel Macron. Sauf que ça n'a pas du tout marché. Il a fallu choisir. Et il a progressivement choisi. En gros, il fait du centre droit. En gros, c'est une sorte, c'est Giscard, quoi. Et je dis ça sans forcément vouloir le critiquer, mais on revient à une position classique. Et c'est pour ça que, en tout cas, sur ce point-là, si on tient au clivage politique, on peut être plutôt optimiste sur l'idée qu'il va certainement se reconstituer. Je vais m'arrêter. Oh, je veux une autre question. Merci à vous. Merci beaucoup. Pardon ? Non, mais écoutez, je conclue en vous remerciant pour votre invitation. C'est toujours très intéressant de venir parler à un public qui n'est pas qu'un public, disons, universitaire ou médiatique ou à la télévision. C'est mieux d'avoir des gens en vrai.
Merci. Merci bien.